une production, Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe, trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Cet après-midi, je me sens intriguée de recevoir Véronique de la Cochetière. Véronique, tu es sage-femme en accompagnement global, de la préconception à la rééducation périnéale. Tu es aussi praticienne en ostéopathie intrapelvienne. Thérapeute en Ayurveda, tu proposes un accompagnement qui associe à la fois le corps et l'esprit pour permettre aux femmes de contacter à leur féminitude. Tu as toi-même un parcours assez dodu en féminitude. Tu es maman de 4 filles. Tu es engagée depuis plus de 30 ans auprès des femmes et des hommes. Bonjour Véronique, comment te sens-tu là, dans ce studio, presque utérin, derrière le micro de Coquelicot ? Je me sens très bien. Déjà, j'aime en fait cet espace utérin, comme tu l'appelles si bien. Non, puis je suis très bien avec vous. Mais une bonne énergie, voilà, de bienveillance, d'amour, de partage, donc ça me va. Je suis bien. Pour démarrer sur les fondamentaux, enfin depuis les fondamentaux, c'est quoi la yoni ? La yoni, en fait, ça vient d'un terme en fait sanskrit. Souvent, quand on parle de yoni, le tout commun, populaire, pense que la yoni, en fait, c'est la vulve. Mais c'est faux. La yoni, c'est l'ensemble de l'appareil génital. Donc, l'extrême, c'est les ovaires, les trompes, l'utérus, le col, le vagin, les grandes lèvres, les petites lèvres et notre fameux, clitoris. Donc, c'est la totalité de l'appareil génital. C'est pas simplement la vulve et le clitoris. C'est la totalité. C'est ce que j'appelle, en fait, le temple sacré, qui représente aussi le corps humain en entier, mais par exemple, pour moi, l'utérus, c'est l'antre, comme on se retrouve en fait ici dans la pénombre. Voilà. Qu'est-ce qui, dans ton histoire de femme, d'humaine, t'a donné envie, t'a amené jusqu'à la yoni ? Oula, alors là, c'est très très long. Alors déjà, ça fait 32 ans que je suis sage-femme. Donc j'avais déjà une maman puéricultrice, qui était dans le domaine médical. Mon mari est médecin. On s'est rencontrés en mission humanitaire en Arménie soviétique en 89. Donc je suis une vieille femme, mais très jeune de l'intérieur. Donc 89 pour certains auditeurs, ça paraîtra très très vieux. Mais on a dans la famille cet esprit en fait d'aller chercher un petit peu ce que les autres ne connaissent pas et d'aller aussi se mêler à des populations inconnues. C'est ce que je fais dans mon métier en fait tous les jours de sage-femme. Je reçois du lundi au vendredi, je sais pas, plus d'une 25-30 femmes par semaine. J'ai été, comme tu l'as dit tout à l'heure, sage-femme en accompagnement global pendant 15 ans. Donc, je peux dire d'une très grande fierté aujourd'hui que je pense avoir accouché une petite ville parce que pendant ces 15 ans en accompagnement global, c'était en une semaine, c'était 3 accouchements à 12 par semaine. Ceci pendant 15 ans, ça fait beaucoup de bébés. Et j'adore d'ailleurs aussi bien être à Paris qu'en banlieue ou alors même à l'étranger. Ça m'arrive très souvent de voir une dame qui vient me voir en me disant « Est-ce que vous vous souvenez de moi ?» Alors souvent, je dis non. Je dis « moi, oui. » Ah oui, on n'oublie pas sa sage-femme. Donc, parfois, je me souviens, mais bon, voilà, c'est assez extraordinaire. Comment je suis arrivée au travail de la yoni ?
Alors déjà, je vous invite à lire mon livre Réveillez-vous femme divine. L'histoire est marquée dedans, mais je vais vous la raconter quand même parce que c'est une très belle histoire. La vie peut commencer en fait par la souffrance, hein. Déjà, quand on accouche, bon, moi par exemple, j'ai accouché de ma 4e fille sans avoir aucune contraction douloureuse, hein. D'ailleurs, la sage-femme ne croyait pas d'ailleurs que j'accouchais et c'est moi-même qui l'ai sortie de mon corps parce que, elle me croyait pas, alors que c'était une collègue sage-femme. Donc bref. Donc on peut aussi accoucher sans douleur, mais on sait très, très bien que l'accouchement, donc c'est quand même noté d'un petit peu de douleur. Mais la douleur amène à la beauté. La douleur, surtout dans le travail, amène aussi à une naissance. Et il y a maintenant 14 ans de cela, j'étais en salle d'accouchement, donc à Sainte-Félicité, pour pas taire donc le nom de cette brillante et renommée en fait clinique tenue par des sœurs. Et j'accompagnais une jeune femme donc qui accouchait de son 3e enfant. Et tout allait bien pendant le travail, hein, puisque je fais l'accompagnement global, donc j'arrive en même temps que la patiente et je repars une fois que donc la femme et le bébé, le mari donc sont installés dans leur chambre. Et au moment de la naissance, le médecin est arrivé pour la mise au monde. Et au moment de la naissance, donc cet enfant est décédé donc dans mes mains. Une petite Solène, Solène qui veut dire soleil. Voilà, décès d'un enfant dans vos mains, alors que pendant tout le travail, donc il y avait aucun donc note donc de pathologie. Bon, les sœurs ont réagi d'une façon assez brutale parce qu'elles ont eu peur de cet accouchement. Donc j'en ai perdu mon poste, mais la magie existe partout et la vie est absolument fantastique. Quand je suis retournée voir la maman de Solène qui s'appelle Valérie, qui est elle-même d'ailleurs dans le paramédical, le médical, elle est orthophoniste. Je suis allée la voir dans sa chambre, mais toutes les deux, on s'est fait une promesse. Valérie, la maman de Solène, m'a dit: «Tu sais, tu es la seule personne sur cette terre entière à avoir eu ma fille vivante, respirante dans tes mains. Moi, j'ai été la seule femme sur la terre à l'avoir eue dans mon utérus pendant donc 9 mois. Donc nous sommes liés à vie». Donc on a pensé notre douleur, en fait, toutes les deux. On a beaucoup pleuré ensemble, beaucoup, beaucoup pleuré ensemble. Et on s'est fait une promesse et on l'a tenue, c'est-à-dire de transformer toute notre vie donc en amour. Donc oui, j'ai arrêté mon travail d'accompagnement global donc dans les cliniques, hein, donc comme Sainte-Félicité, La Muette, Sainte-Isabelle et toutes ces cliniques. Et j'étais très mal, très, 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 très mal, vraiment. Je comprenais pas ce qui m'arrivait en fin de compte, et surtout j'avais la vue, la chaleur de cet enfant décédé dans mes mains et qui me poursuivait un peu partout et les sanglots de Valérie sur mes épaules. Et j'ai 2 amis ostéopathes merveilleux de Clamart, la ville où j'habite. Donc qui m'ont dit: «Écoute Véronique, on a très peur pour toi. Il va falloir que tu changes». Mon mari me suivait à la trace, d'ailleurs c'est toujours mon mari depuis 32 ans. Mes filles pareil et tout le monde avait très peur pour moi, que je fasse une bêtise. En fait, je croyais plus en la vie. Ça avait pas beaucoup d'intérêt de voir un enfant disparaître, mourir comme ça, tchonk. Cette petite fille, Solène, avait donc un syndrome qu'on appelle le syndrome de Benkiser. C'est la première respiration, en fait, qui ouvre tous les vaisseaux de l'enfant, donc hémorragie cataclysmique et il décède. Et donc, même si je sais ça, c'était dur pour moi de comprendre ça, que Madame Nature avait infligé ça à Solène et à moi-même et à ses parents et à ses frères et sœurs. C'était très, très, très dur et je comprenais pas. Madame Nature est souvent très, très brutale. Et là-dessus, donc, ces 2 amis ostéos me disent: «Écoute», Pascal Denain, pour pas taire son nom, me dit: «Écoute, moi j'ai suivi, la formation d'une super sage-femme, Christine Michel Schweitzer, ostéopathe, donc en intrapelvien. Fais cette formation, déjà ça va beaucoup t'aider pour travailler sur toi-même, sur ta propre naissance. Après tu iras travailler chez celle des autres
Et une autre amie, donc, me dit: «Écoute, c'est une journée porte ouverte au centre Tapovan, donc centre ayurvédique de Paris et je t'invite à y aller». Donc je suis allée accompagnée de mon bodyguard, de mon mari et voilà, j'ai suivi, l'enseignement de Christine et de Kiran Vyas pendant 3 ans, non-stop et je me suis installée en libéral. Voilà, pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire, être proche des gens, les aider vraiment, les écouter, vivre dans le partage. Moi, j'adore raconter beaucoup d'histoires, comme d'ailleurs je le fais ici au micro et de pouvoir prendre mon temps, hein. C'est comme là, je sors d'un soin de 5 heures, Rebozo, que vous pouvez tous avoir donc à Oi Paris, fait par Iba et sa sœur Lubna. Prendre le temps avec les gens, c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on fait sortir leur substance, en fait, de mal-être pour les faire renaître. Et puis, sur mon chemin, j'ai rencontré donc un homme merveilleux, donc Daniel Audier, qui est maître dans la voie du tantra, mais voie cachemirienne, donc du tantra. Ça fait maintenant 6 ans que je suis son enseignement. Là, on n'a pas pu se voir parce qu'avec le Covid, donc il n'a pas fait de stage depuis maintenant 1 an et demi. Et un jour, il me dit: «Je te vois, tu sais, hein, parler avec les femmes et les hommes, hein. Tu sais, moi, je suis beaucoup plus vieux que toi, hein. Et le tantra, c'est l'écoute, c'est le silence, c'est la lenteur, c'est l'amour total, illimité, mais tu tout ça, toi». Donc, je te demande en fait donc, de faire des stages auprès des femmes, des hommes, des femmes déjà et tout de suite je lui dis: «Non». Je lui dis: «Mais non, moi je sais pas faire ça». Il me dit: «Mais non, regarde, on va faire un exercice. Cet après-midi, en fait, je pars. C'est toi qui fais l'enseignement». Ça faisait 1 an que je suivais son enseignement. Je lui dis: «Non, c'est pas possible, il y a 70 élèves». Non, mais il dit: «Mais je pars. À tout à l'heure». Il est parti. Et alors, ce qui était super, c'est qu'il me dit: «Écoute, tu n'as pas peur, pour la simple raison, je te dis ça pour toi, Caroline aussi, ici, maintenant, tout est à l'intérieur de ton cœur. Donc tu sais ce que tu vas faire, tu inspires, comme le disait tout à l'heure Babette, et quand tu vas expirer, tout va sortir de ton cœur et tu vas voir, c'est hyper simple». Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a refait, en fait, le même exercice, peut-être 3 mois après en Toscane, en me disant qu'il allait, en fait, partir et qui me laissait en fait, donc quelques heures, pour faire donc mon enseignement, donc Mayoni mon amour. C'est comme ça que s'appellent mes ateliers. Mais il est revenu au bout d'1 heure et là, il s'est assis devant moi. Je lui dis: «Ah non, le maître peut pas s'asseoir devant l'élève, c'est pas possible». Et à la fin donc de la conférence, de l'atelier, il me dit: «Écoute, maintenant, c'est une nécessité. Jette-toi dans l'eau». Donc maintenant, ça fait 5 ans que je fais Mayoni mon amour et c'est juste magique. C'est juste magique de voir des femmes s'éclore à un intérieur qu'elles ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que c'est pas dans notre éducation de nous apprendre à être fières, Mmh. belles, Mmh. amoureuses de soi. Non, c'est pas ce qu'on apprend à nos filles. On apprend aux filles aujourd'hui à être des hommes, mais pas à être des femmes. Qu'est-ce qui les ensommeille le plus pour toi, les femmes aujourd'hui? Manque d'éducation, donc de leur mère. Mais je leur en veux pas, hein. Moi-même, j'ai eu une mère, voilà, qui m'a enseigné certaines choses dans le féminin, mais de la femme guerrière. Redresse-toi, ma fille, sois fière de ce que tu es, sois fière de tes origines, parce que je suis baignée de 300 différents. Mais une femme guerrière, donc qui sait se battre pour se faire respecter. C'est pas ça aujourd'hui. C'est pas comme ça que j'enseigne en fait la féminitude. Tu l'as utilisé ce mot magique, hein. Donc l'art d'être une femme aujourd'hui, c'est ce que veut dire en fait la féminitude. Donc ça, c'est vraiment pour moi en fait aujourd'hui très important. S'aimer, comprendre son corps intérieur, son corps extérieur, et puis se dire qu'à l'intérieur de son corps, on a quelque chose de magnifique, qui est d'ailleurs à l'intérieur de tous les corps des hommes et des femmes de la terre, c'est l'âme. Et l'âme, c'est elle qui a choisi notre mère. Et pour tous les hommes et les femmes
de cette terre, même les plus monstrueux, hein. L'âme est belle, lente, simple et bienveillante. Donc, c'est se reconnecter à cela. Donc, dans mon travail de Mayoni, mon amour, voilà, c'est un très grand travail, c'est-à-dire déjà de faire paix. Faire paix avec ses ancêtres, faire paix avec son histoire, faire paix avec ses parents. Faire paix, hein. J'ai bien dit faire paix. J'ai pas dit pardonner, hein. Mmh. Pardonner, c'est je suis en bas et je pardonne à celui qui est en haut. Non, ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon job. Je reviens quand même sur l'histoire des guerrières de l'amour. Mmh. Parce que pour, je sais pas, combattre certains démons, monstres, représentations, est-ce qu'il faut pas cette force, quand même guerrière? Mais alors les sœurs de Mayoni, mon amour, parce que maintenant depuis 5 ans, on forme une très grande communauté, je peux le dire, hein. Et en plus, on a même maintenant donc un fonds, donc une récolte en fait, et donc de sous pour des femmes qui n'ont pas la capacité d'avoir de soins. Les sœurs de Mayoni, mon amour, donc ne sont pas des guerrières pour aller donc chasser les monstres ou les tuer. C'est pas notre job. Nous, notre travail, il est bien au-dessus de cela. C'est-à-dire faire paix avec soi-même et après faire paix avec le monstre. Faire paix avec l'inceste, faire paix avec l'homme maltraitant, le mari, le père, le cousin, l'homme du métro qui vous reluque le cul, là, comme ça, parce qu'il se croit trop permis. Donc, non, c'est le regarder, dire, mais tu sais, mais moi, je n'ai pas peur de toi. Mais par contre, c'est très intéressant de t'avoir rencontré, en fait, dans ma vie. Parce que maintenant, tu vois, je te vois de pied en cap, ici, et je sais maintenant, en fait, reconnaître les autres prédateurs sur cette terre. Donc, je te remercie de t'avoir rencontré un jour. Vous pouvez pas vous imaginer la paix intérieure que ça amène à une femme de pouvoir verbaliser ceci. Et ça, c'est vraiment, en fait, donc, quelque chose de magique. Si vous êtes en hargne contre votre agresseur, le père, l'incestueux, le violeur, tous les hommes et les femmes d'ailleurs qui ont voulu vous faire du mal, parce que des femmes qui font du mal aux autres femmes, ça existe beaucoup, hein. Donc, si vous faites paix avec, vous n'avez pas de rancœur, vous n'avez pas de douleur, vous n'êtes pas toujours en hargne d'eux. Parce que les gens qui sont pas en paix, en fin de compte, ils ont toujours peur. Toujours peur. Ils ont toujours des comptes à régler. Et en fait, ils transpirent la peur. Donc, quand ils vont dans la rue, quand ils prennent le métro, le bus, quand ils se trouvent dans n'importe quel, en fait, pays du monde, en fait, plutôt que d'avoir des yeux écarquillés d'émerveillement, à vouloir rencontrer, partager, en fait, des choses merveilleuses avec le monde, ils sont en retrait. Ils ont peur. Le corps émane des hormones de peur. Et qu'est-ce que repèrent les prédateurs du monde entier? C'est les femmes et les hommes qui ont peur. Et là, l'attaque. Je viens te chercher encore quand même Oui, sur vas-y, des vas-y. constructions culturelles ou familiales, même dans des endroits où tout se passe bien. J'adore. Et où finalement, en cours de route, tu t'aperçois que tu as dit oui pendant des dizaines, vingtaines, trentaines Tout à d'années fait. à des façons de fonctionner ensemble. Tu as autorisé certains gestes, et Oui. tout le monde d'ailleurs les autorisait autour Oui. de toi, trouvait ça absolument normal, ou certains propos. Oui. Et puis un jour, tu te réveilles et tu te dis, en fait, moi, c'est pas OK. Et c'est tout un travail qui peut sembler plus banal, mais qui s'accumule, en fait, et qui autorise certaines choses collectivement. On voit, ces sujets débarquent beaucoup depuis quelques années. C'est une question très personnelle sur laquelle je reviens. Mais c'est ce que je sens en toi. Il ne faut pas voilà, une certaine... En fait, tu te dis, Caroline, regarde, tu vois, je suis sage-femme ostéopathe en attrape-elle-vient. Les femmes qui viennent me voir à mon cabinet, c'est pas pour boire le thé, généralement, hein. Tu vois, donc c'est pour déposer des histoires, les plus lourdes les unes que les autres. Et il y a un moment donné où tu te dis stop. Alors, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a pas très longtemps, qui est la mienne. Donc, un très bon ami avec qui je travaille, il me dit, écoute, tu aides beaucoup les gens, mais qui t'aide toi? Qui t'aide toi?
Ton mari, tes filles, ok, moi aussi, mais qui t'es toi viscéralement? Qui, en fait, te permet d'exulter toutes les histoires que tu entends toute la journée? Qui fait ça pour toi? Toi, tu fais ça, en fait, 24 heures sur 24 pour les gens depuis 32 ans. Qui fait ça pour toi? Alors, tu devrais faire une formation de coaching en communication transformative. J'y vais. Je ne voulais pas y aller. J'ai raté mon train même pour y aller, hein, quand même. Et une gentille dame m'a dit, mais non, pas du tout, mais on va venir vous chercher, vous inquiétez pas. Donc j'y suis allée. Premier jour, ça s'est très mal passé. Je ne voulais pas parler. Parce que déjà, je trouve qu'on parle trop. Et qu'on peut aussi travailler dans une communication avec le silence. Mais j'étais dans un stage où il fallait parler. Donc j'ai fait ma guerrière dont tu parlais tout à l'heure. Donc j'ai fait peur à 30 personnes. Je sais très bien faire ça. Posture de black, attitude de viette, tu vois, le chignon supérieur, chant. Donc, bien évidemment, au bout du samedi soir, plus personne voulait me parler. Je vais voir donc le directeur de la formation. Il me dit, t'inquiète pas, demain, ça va se terminer cette histoire. Mais c'est vrai que tu fous la trouille à tout le monde. Et tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pour moi, je ne veux plus entendre ça. Une femme m'a même dit, tu sais, tu me subjugues, je n'arrive même pas à te regarder. Je veux plus entendre ça. Ça me fatigue. Je veux déposer ça. Dimanche est arrivé, il y avait un exercice. Je ne peux pas le raconter, mais en tout cas, l'exercice était celui-ci. Donc, je devais raconter une histoire de maltraitance à mon égard. Tac! Bouh! Dans ma tête est arrivée première histoire, 3 ans. J'avais 3 ans. Premier jour d'école maternelle. Je vais à l'école maternelle. Je ne connaissais pas la vie. Maman nous avait gardés dans une très belle petite cage dorée, mais remplie d'amour. Je connaissais pas les gens. Personne. Et là, j'arrive à l'école et un petit garçon me traite de Shintok. Mais je voyais à son attitude, parce que je suis toujours quand même très animale et encore plus aujourd'hui, que c'était pas un mot gracieux. Et je pleure. 8h30, 16h30, je pleure. J'arrive à la maison, je pleure toujours. Maman me regarde, elle me dit, pourquoi tu pleures? Alors je lui dis, un petit garçon m'a traité de Shintok. Pah! Elle m'envoie une claque dans la figure. Elle me dit, tu sens la claque là? Ça fait mal, hein? Le prochain qui te traite de Shintok, tu lui rends la claque, mais 4 fois plus fort. C'est marqué sur ta figure, tu es Shintok. T'es black aussi, tu es blanche aussi. Alors tu retournes à l'école, ma fille. Grandis-toi. Sois fière. Fais-toi respecter. Sois fière de tes origines. Plus personne te giflera. Tout le monde aura du respect pour toi. Allez, va à l'école tout de suite maintenant et défends les couleurs. Je raconte ça à 30 personnes. Donc, bien évidemment, la personne qui était en face de moi ne pensait pas que j'étais maltraitée. Et mon coach me dit, non, tu n'es pas maltraitée. Pas du tout. Le petit garçon, il savait pas ce qu'il disait. Il a eu l'éducation de parents idiots. Donc, il a dit Shintok parce que t'as les yeux bridés. Et ta mère t'a donné une claque, en fait, parce qu'en fait, elle voulait, en fait, te protéger de ce monde xénophobe et raciste. Tu n'es pas une maltraitante. Par contre, Véronique, t'as pas grandi. T'es toujours à l'âge de 3 ans. T'es toujours une victime. Et tu te demandes pourquoi ton cabinet est plein de personnes qui sont victimes de maltraitance? Tu les attires. Donc maintenant, tout ce que tu sais dire à tes patientes, tu te le dis à toi. Mais arrête d'être une victime. Arrête d'être fière, d'être une guerrière qui fait peur à tout le monde et que personne veut toucher. D'ailleurs, regarde, tu pleures là. Mais personne n'a envie de te toucher. Personne n'a envie de te prendre dans les bras. Donc, qu'est-ce que tu dois faire avec tout ça? Tu vois? Tu trimbelles ça depuis des années, quoi. Et il y a un moment donné où tu te dis, stop. J'ai plus envie d'être celle, tu vois, qui fait peur. Donc, moi, j'ai fait paix avec mes parents. Maman est décédée maintenant depuis 15 ans, ça fait beaucoup. 15 ans, quand même. Tu sais, je disais pendant ce soin Ribozo tout à l'heure à Loubna et à Iba que si maman avait connu un soin aussi magique de renaissance, de douceur, d'écoute, de bienveillance, je pense qu'elle serait pas morte. Elle est morte de souffrance, de pas être comprise. Donc le mot-clé, tu vois, aujourd'hui, c'est, pour moi, c'est d'être authentique. Voilà. Cette féminité qui pétrit notre féminitude,
C'est quoi ce sort réservé aux femmes? C'est pas un sort, Mmh. c'est un chemin. Mmh. C'est un chemin de paix. C'est un travail de tous les jours. Tu sors dehors, avant de sortir dehors, déjà tu te regardes dans la glace et tu te dis: «Oh, qu'est-ce que j'ai comme chance de vivre avec toi, ma chérie. Qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es merveilleuse. Oh, nous allons faire plein de bêtises aujourd'hui». Et vraiment, tu vois? Et après tu sors. Un jour, c'est rigolo parce que pendant un stage, j'avais un homme et il me dit: «Tu es quand même bizarrement habillée tout le temps, un peu trop quoi, trop quoi». Je lui dis: «Ouais, je sais, je suis trop». C'est un peu le côté négatif de ma vie. Il me dit: «Mais comment tu fais, quand tu t'habilles?» Je lui dis: «Bah, en fait, j'ai un hyper grand dressing, immense et je me dis: «Alors, Et je fais je vais joujou dedans. qu'est-ce que je vais pouvoir mettre aujourd'hui pour faire rire au moins une personne?» Et je réussis tous les jours. Non, la féminitude, l'art d'être une femme aujourd'hui, non, non, c'est surtout pas un challenge, c'est un état d'être. Tu vois? C'est comme respirer, inspire, expire, manger, dormir et aimer. C'est exactement la même chose. C'est un état d'être. Ça ne demande en fait aucun effort. Quand je fais mes stages de Mayoni mon amour, c'est ce que je dis aux femmes. Voilà, ce que je vais vous apprendre, c'est simplement d'être passionné de vous-même. Après, c'est très, très, très facile d'être passionné des autres. Mais par exemple, si on s'aime pas, comment tu veux, Caroline, aimer une autre personne? Mmh. Tu vois, si tu as subi une agression, par exemple, ou alors on l'entend dans tes dires, hein, j'ai accepté, j'ai accepté, j'ai accepté, j'ai accepté, j'ai accepté. Et à un moment donné où tu te dis stop. Mmh. À partir du moment en fait où tu dis stop, c'est comme si tu avais, tu vois, ton index sur un pouce tu vois, sur un bouton on. Bout, cri d'alarme. Et là, en fait, tu te retournes sur toi-même, 360 degrés, ch'tang, et tu te dis, ok, merci le passé, maintenant, j'ai envie de jouir. Et on y va. Tu vois? Oui, je vois. Ça change le challenge, ça n'a rien de force, c'est du travail, ça c'est clair, mais qui veut dire travail ne veut pas dire non plus souffrir, tu vois? C'est vraiment, c'est comme un jeu, quoi. Tu joues avec toi-même, tu joues avec les autres, tu vois? Moi, j'adore prendre le métro, c'est une espèce de grand théâtre, le métro. Tu vois? Je mets mes écouteurs dans les oreilles, après je souris à tout le monde, mais les gens adorent aussi sourire. Ils oublient Mmh. de sourire. Donc oui, il y a un moment donné où tu te dis: «Stop». Voilà, hein. Là, avec le Covid, hein, surtout, ça n'a pas aidé, hein, la maltraitance conjugale, hein. Donc moi, j'ai beaucoup de patientes, voilà, qui subissent des viols de leur mari. Je dis bien mari, hein, pas amant ou amoureux. Mari du père de leurs enfants. Et c'est des femmes, voilà, qui ont accepté pendant des années, des années, des années, des années. Puis d'un seul coup, qui arrivent, qui me disent: «Non mais là, je n'en peux plus, je vais mourir de l'intérieur, de l'extérieur et qu'est-ce que je montre à mes filles et à mon fils?» Donc, il y a pas très, très longtemps, je disais à une femme, je lui dis: «Mais, alors qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que vous m'avez dit là?» «Je sais pas». Elle était prostrée, «Je sais pas». Alors j'ai dit: «OK, on fait un exercice. Donc je me suis fait violer par mon mari. Qu'est-ce que vous allez me conseiller de faire?» Je vais vous conseiller, tu vois, les yeux complètement hagards comme ça. «Je vais vous conseiller d'aller à la police, heu, porter plainte ou déposer une main courante. Donc, quand vous allez sortir de mon cabinet, qu'est-ce que vous allez faire, madame? Vous allez pas quand même me demander de porter plainte contre mon propre mari?» Je lui dis: «Mais c'est un monstre. Vous voulez maintenant, qu'un jour, en fait, il vous tabasse tellement que vous allez mourir? Vous allez laisser, en fait, vos 2 enfants seuls avec ce monstre? Ce sera toujours le père de vos enfants, ça c'est clair. Maintenant, quel est votre choix? Vivre ou survivre? Ça fait combien d'années que vous survivez à ces coups? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer maintenant à vos enfants? Vivre en amour, de la fierté d'être un homme ou d'être une femme. Vous allez aider tellement votre fille. Vous vous rendez compte? Tous les soirs, elle se cache dans sa chambre pour pas vous entendre en fait hurler. Et votre fils, vous lui montrez à quoi? L'exemple d'un homme qui bat sa femme.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur apporter maintenant, tout de suite? Mais j'ai pas le courage. Je dis, c'est pas grave. Vous êtes de mon dernier rendez-vous. La police est ouverte 24 heures sur 24. On y va, là. Tout de suite après. Vous feriez ça pour moi, Véronique? Je lui dis, pourquoi je ferais pas ça pour vous? Vous pourriez être ma sœur, ma mère. Donc on y va. Mais j'ai peur. Je dis, mais moi aussi j'ai peur. Mais une peur plus une peur, ça va nous donner de la force. Et en plus, on est tombé sur des policiers super charmants, dont un jeune policier nous disant presque la larme à l'œil, mais j'ai tellement honte d'être un homme. Parce que tous les jours, je reçois des plaintes, de viols, de maltraitance. J'aimerais en fait que justement les hommes changent. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure. Alors justement, ici, Coquelicot est une sorte de passerelle symbolique entre physique et symbolique, entre le féminin et le masculin. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Moi, je crois, si tu veux, à un monde adelphique. La delphité. J'ai découvert ce terme il n'y a pas longtemps. C'est mon mot magique. Adelphité. Raconte-nous, super. L'adelphité, c'est une communauté d'hommes et de femmes donc qui pensent donc dans la même direction vers la bienveillance, construction d'un monde en fait donc avec un même ADN, le partage, l'écoute, l'amour. Je vois alors peu d'hommes à l'intérieur de mon cabinet, mais autour de moi, on rayonne quand même pas mal. Mes filles qui ont entre 28 et 23 ans ont des amoureux, je les vois quand même. Je les vois, je vois la grâce, l'honnêteté, l'élégance qu'ils ont en fait avec les jeunes femmes en fait qui sont autour d'eux, même envers moi. Donc non, je crois que mon travail actuel, j'ai commencé par faire un travail au niveau des femmes, Mayoni mon amour. Et maintenant, j'ai commencé donc à faire un stage de 4 jours donc d'hommes. Donc les femmes me disent mais pourquoi 4 jours pour les hommes et nous 2 jours? J'ai dit parce qu'il y a beaucoup plus de jobs. Et donc qui s'appelle Réveillez-vous homme divin. Et non, voilà, ils se réveillent à leur divinité. Quand j'ai écrit Réveillez-vous femme divine, lors d'une écriture, une signature de livre donc à Paris, il y a un homme qui est venu me voir et j'étais très touchée parce qu'il me dit j'ai acheté votre livre. Et je vous remercie vraiment beaucoup, madame, parce que vous parlez des hommes dans votre livre écrit pour les femmes. Et je vous avoue que moi, je commence à avoir très peur des femmes. Parce que, voilà, les femmes divines, j'ai peur, quoi. Les femmes féministes, alors là, j'ose même pas les approcher. Donc, je pense que dans votre livre, quand vous parlez des femmes, quand vous parlez des hommes, quand vous les invitez, en fait, à travailler leur beauté, tu vois, je pense que vraiment, Caroline, le monde va changer. Petit à petit, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je suis arrivée. Si on rayonne l'amour tout autour en fait donc de soi, les gens reçoivent l'amour. Et c'est juste merveilleux. Par exemple, pendant ces 4 jours de stage, je les ai un peu, malmenés ces hommes. Donc ils ont fait des rituels, ils ont fait des pratiques. Et certains m'ont dit non mais c'est quoi la prochaine? Parce que là déjà celle-ci c'était quand même difficile. J'ai dit tu verras bien tout à l'heure avec un grand sourire. Et tous m'ont dit sauf 1 sur 7, tous m'ont dit donc 6 ont dit écoute tu sais vraiment merci beaucoup parce que jamais on n'aurait pu aller dans nos profondeurs d'hommes maltraitants mais maltraités aussi. Voilà. Sans le travail que tu as fait, en fait, sur nous, avec nous et pour nous. Parce que là, ce que l'on perçoit, c'est que on a travaillé, en fait, aussi pour nos ancêtres, pour nos pères, pour nos grands-pères. Et on s'est excusé nous-mêmes de ce que l'on a fait. Et maintenant, on est dans la voie, en fait, des hommes qui accompagnent les femmes. Parce que ça, je leur ai dit, je sais pas, 50 fois pendant le stage. J'ai dit, mais les hommes sont quoi? Les femmes sont quoi? Moi, je suis très archaïque quand même. J'ai 57 ans. Donc, les hommes, ce sont des chasseurs de mammouths qui sont là juste pour aller nourrir la famille. Punto point barre. Et les femmes sont faites pour créer des familles humaines, spirituelles, politiques, culturelles,
artistique, parce qu'on n'est pas obligé de porter un enfant quand on est femme. Ça, il faut arrêter. C'est cette chose qui se traîne depuis des éternités et des générations. Une femme est une femme. Voilà. Ce qu'on lui demande, c'est de créer des familles humaines. Voilà. De s'occuper des liens. Voilà. Donc, les hommes, non. Les hommes, dès qu'ils comprennent ça, qu'ils ont cette capacité de pouvoir accueillir, de pouvoir protéger, de pouvoir aimer sans un masculin destructif. Vous voyez? Parce que, en fait, c'est aussi dans leur éducation. Qu'est-ce qu'on a demandé, en fait, à un homme? Si vous allez, par exemple, en Asie, en Afrique, moi, j'ai beaucoup travaillé, voyagé, et Xavier aussi, et nos filles aussi. Avec nos filles, on a beaucoup voyagé. Il y a beaucoup de rituels de passage. Vous allez en Europe, il n'y a pas de rituel de passage. C'est quoi les rituels de passage? C'est passer le bac, permis de conduire, divorce, les beuveries dans les écoles, les grandes écoles. C'est pas ça. Il faut réapprendre, vous voyez. Ces rituels de passage. Voilà. Tu vas grandir, mon fils, en un homme protecteur de la famille, de la terre, des femmes, des enfants. Et ça, c'est très facile, en fait, je veux dire, pendant ces 4 jours. Voilà, c'était merveilleux de les remettre en lien avec la nature, travailler avec les 5 éléments. Et voilà, regarde ce que tu as à l'intérieur de tes mains, que tu peux transformer parce que tu es un homme. Tu vois, on te demande pas de tuer pour être un homme. Non, rien de tout cela. On te demande simplement, si tu veux, d'accueillir et de protéger. C'est tout ce qu'on te demande. Alors, comme charité bien ordonnée commence par soi-même, faisons-nous du bien. Comment prendre soin de notre coquelicot? Alors, attention mesdames et surtout messieurs, c'est maintenant. Alors déjà, la première chose, pour prendre soin de notre... S'aimer. Se découvrir intimement, à l'intérieur, à l'extérieur. Quand je fais la rééducation périnéale, 80% de mes patientes post-accouchement n'ont jamais mis un doigt dans leur vagin. 80%? 80%. Ah non, mais vous n'allez pas quand même me faire faire ça, Véronique, c'est sale. Je lui dis, je comprends pas en fait là. C'est sale que vous mettiez vos propres doigts à l'intérieur de votre vagin alors que vous venez pour une rééducation périnéale, donc un bébé est sorti par votre vagin et que le sexe de votre mari, normalement, y est rentré. Donc pourquoi vous n'auriez pas le droit d'aller visiter votre intérieur? 80%. Tu vois? Et dernièrement, j'ai une jeune femme qui me dit, la rééducation périnéale, moi je la fais avec cette méthode qu'on appelle CMP, contrôle maîtrise du périnée. Et donc, pour faire ressentir les 12 muscles du périnée, puisque nous en avons 12. Donc, j'invite les femmes à mettre 2 doigts à l'intérieur de leur vagin pour sentir les muscles différents. Elle me regarde et me dit, non mais quand même, vous allez quand même pas me demander de me masturber devant vous. Ah, j'ai dit non. Non, c'est pas du tout le bail. Je vous demande simplement, en fait, de connaître votre fête foraine intérieure. Parce que à l'intérieur, ça bouge dans tous les sens, ça monte, ça vrille à gauche, à droite, et c'est juste incroyable. Et alors, c'était rigolo parce que ça l'a fait, si tu veux, elle en a pleuré. Un jour, une jeune femme de 82 ans vient me voir pour la rééducation périnéale. Donc, voilà, on fait les exercices et tout ça. Et on en vient à parler du clitoris. Elle me dit, clito quoi? Elle dit, ah, d'accord, ok. Alors, donc, je vais vous faire un petit dessin. Et c'était tellement chou. C'était tellement sur 80 ans. C'est génial. Ma question suivante. C'est génial. Tu dois être connecté là quelque part. J'allais te demander si le clitoris avait une durée de vie. Enfin, ma question derrière ça, c'était comment ça se passe. Voilà, comment ça se passe en fonction des différents âges, temps de la vie, cette charmante jeune fille de 82 ans qui a découvert son clitoris. À partir du moment où tu en prends conscience, déjà, c'est ton meilleur ami. Tu vois, par exemple, là, moi, je le sens. Je suis assise sur un siège, mais je parle d'amour. Donc, il arrête pas de vibrer et je sens, tu vois, qui vibre. Et ça me fait une résonance, en fait, du clitoris, de mon périnée, qu'on appelle aussi le chakra racine, en fait, qui monte et qui descend. Donc, de ma fontanelle juste à mon clitoris. C'est ce qu'on appelle, en fait. Donc,
en Nous aussi, on le sent, voilà. même Adrien aussi. Oui, Hein, mais t'es d'accord? Adrien aussi, il a un Oui. super clitoris. Les hommes et les femmes en ont un de toute façon, hein, mais ils ont pas la même fonction. Nous, les femmes, quand même, nous avons quand même le seul organe du corps à être simplement pour le plaisir et la jouissance, ce qu'on appelle le clitoris, hein. Les hommes ont, voilà, un joli pénis, hein, mais ils font beaucoup de choses avec, hein, mais ça leur sert pas qu'à jouir. Voilà. On va passer dans les détails, voilà, je sais pas à quelle heure va passer cette émission. Mais en tout cas, à partir du moment où on connaît, en fait, ce petit bouton de rose, hein, et qu'on s'amuse avec, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que dès qu'on le connaît, dès qu'on le connecte, il y a comme une espèce de jouissance 24 heures sur 24 qui fait en fait de nous une femme divine, guerrière mais d'amour, et puis surtout avec une envie de partager cette jouissance avec tout le monde. Alors, par exemple, ta question, je reviens à ta question de tout à l'heure. Ça m'a fait Donc, une foraine comment, avec toi. voilà, comment, par exemple, si tu veux, voilà, qu'on ait, pour moi, donc, première découverte en du clitoris, la puberté, les règles, si on a une mère assez donc lumineuse et émerveillée, et jusqu'à la mort. Par exemple, la question que j'attends toujours pendant mes stages de Mayoni, mon amour. Oui, mais la ménopause, quand même, c'est la cata. Je dis, mais la ménopause, c'est pas la cata, c'est l'hyper jouissance. Pourquoi? Explique-nous là, moi je m'approche tranquillement, donc je veux en savoir plus. Mais je vois, t'es là. J'étais là, ah oui, très bien, mais ça Mais je m'arrange trouve beaucoup. ça incroyable. Par exemple, on est ménopausée. Déjà, on est une femme sage, normalement, quand on arrive. Voilà. Donc, on se dit qu'à partir du moment où on est ménopausée, donc on peut avoir des relations sexuelles sans se dire qu'on va avoir un bébé. C'est quand même sympathique, quand même. Ça ouvre quand même le champ des possibles à 360 degrés quand même. Donc Cupid est là. Voilà. Et puis, je sais pas, la ménopause, on se pose. Tout est dit. On a déjà assez travaillé. Maintenant, à partir du moment où on est ménopausé jusqu'à la mort, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'éveil, la jouissance de la vie, la présence, l'être. On n'a plus à travailler pour se faire valoir à la société. On est, on existe. Moi, je trouve que le moment de la ménopause, c'est un moment, mais juste merveilleux. Moi, j'adore dire mon âge. J'adore dire mon âge. Toutes les femmes, par exemple, qui sont ménopausées, donc avec tous les syndromes, les effets secondaires, donc les œdèmes, les rides, les insomnies et tutti quanti, quand on les regarde vraiment, quand on discute avec elles, pourquoi elles ont tous ces effets secondaires de la ménopause? Parce qu'elles sont tristes de plus être jeunes. Mais c'est totalement débile. Qui va arrêter le temps pour les conserver dans ce jeunisme? Mortifère. Mais oui, mortifère. Mortifère. Parce que si une femme se complaît dans son âge, Oui, et dans son être, comme tu et dans dis, son installée être, dans son être. mais voilà, elle vit en fait une ride, c'est comme une bibliothèque. C'est quelque chose que tu as vécu en fin de compte. Et est-ce que les grossesses et les accouchements modifient la sensibilité du clitoris? Non. Moi, j'ai jamais été autant jouissive qu'après la naissance de mes filles. Je découvre des choses en fait sur moi aujourd'hui, oui, que j'aurais jamais pu découvrir à 25 ans. Non, c'est une quête, en fin de compte. Découvrir son clitoris, c'est l'ouverture des champs des possibles. C'est de se dire, waouh, j'ai tout ça à découvrir? Bon, vivement demain. C'est s'ouvrir vers un corps d'une femme, en fait, qui se dit, voilà, mais la vie est merveilleuse pour la simple raison, c'est que ce que j'ai déjà vécu, ce qui va m'arriver, en fait, demain, je sais que je vais le vivre au centuple. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, je suis encore plus belle, encore plus fière, encore plus digne d'être une femme, encore plus heureuse d'être dans un corps de femme. Et si bien que le matin, moi, quand je sors, déjà,
Clamart, Paris 16, pour aller à mon cabinet. Je suis en vélo. Donc, tu t'imagines, petite inclinaison sur la selle, clink. Et là, youpi! Et là, je souris. Tout le monde me demande pourquoi je souris. Mais parce que, bonjour, la journée commence. C'est extraordinaire. Si, par exemple, nous, je ne sais pas quel âge on a tous dans cette pièce, tous les 4, on a des enfants ou on n'a pas d'enfants, mais on raconte ça aux jeunes filles d'aujourd'hui. Mais l'effet boule de neige, l'effet ricochet que ça va se faire. Aux jeunes filles ou aux jeunes hommes. Hein. Bien J'allais sûr. te demander, ça fait plusieurs fois là que tu es quasiment là quelque part tout près de moi. Comment parler de la jouissance à l'école ? C'est-à-dire comment est-ce que on enseigne, qu'est-ce qu'on pourrait dédramatiser ? Est-ce qu'on peut enseigner que le toucher c'est naturel ? Qu'il peut être bon de se regarder dans un miroir, voilà. C'est quoi ton point là-dessus ? Il y a différentes strates. Déjà, à quel âge tu vas faire ce cours ? Maternelle ou grande école ? Moi, je pense qu'il faudrait envisager des choses tout au long de la vie, dès le plus jeune âge. Donc déjà, pas les mêmes choses. Savoir se regarder. Voilà, donc avec un miroir, mais encore faut-il que la personne qui est en face de toi veuille se regarder avec un miroir. Moi, quand je fais mon stage Mayoni mon amour, il y a toujours une face miroir. Hein. Il y a certaines femmes qui se regardent dans un miroir et qui pleurent pendant 1 heure parce que se sont jamais, en fait, donc regardées et ni reconnues comme femmes. Hein, et dans mon stage, les femmes ont de 15 ans à 80. Donc déjà, se regarder si la personne a envie de se regarder. Ah, vous avez envie, en fait, de vous regarder dans une glace, alors on va se regarder dans la glace. Et puis après, on va aller découvrir les différentes parties donc de l'entrée de la yoni. Donc moi, j'ai redonné des noms à tout le monde. Par exemple, grande lèvre, petite lèvre, pas top. Pour la poésie, le romantisme, on laisse tomber. Donc moi, je les appelle les soldats. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on le sait bien, hein, toutes les 3, donc j'espère aussi que notre audioman le sait. C'est que, voilà, quand on est épris d'amour, quand on a envie de faire l'amour, quand on a envie de s'ouvrir, les grandes lèvres et les petites lèvres sont roses, souples, détendues. Hein. C'est exactement comme les rideaux rouges, donc à l'entrée d'un spectacle de théâtre. Ça s'ouvre et le théâtre commence. Donc ça, c'est les soldats. Après, il y a le vagin, que j'appelle le boudoir, parce que le vagin, qu'est-ce qu'il fait toute sa vie ? Il attend. Il attend le plus beau doigt, les plus belles langues, le plus beau sperme, le plus beau sexe. Donc lui, il attend toute sa vie. Le col, l'utérus et tout ça. Donc, je réexplique avec des mots qui ne soient pas anatomiquement googlisés, pour donner en fait du charme. Hein, parce qu'on n'a pas appris ça. Hein. Si, par exemple, tu vas dans la rue et tu demandes, par exemple, aux gens, voilà, alors comment vous appelez ce que vous avez entre vos 2 jambes ? La foufoune, la zouzoune, t'entends des vidéos. Bon, j'ai une vulve, madame, j'ai une vulve. Voilà, j'ai une vulve. Mais c'est vrai que ça fait pas encore, musicalement, on n'est pas encore... Oui. Bah donc tu peux, après tu mets de la romance. Chez moi, on appelle ça la cocotte. La cocotte, super. Tu vois, quand j'ai un premier enfant est un garçon, quand il a commencé à parler et qu'il a compris la différence des sexes, j'ai fait un conseil d'état avec mes copines filles pour trouver le nom. Parce qu'il y a tous les noms. Chez nous, c'est la cocotte. D'accord. Tu n'as pas de fille, donc ? Si, 2 filles. 2 filles, super. Maintenant, pour tout le monde, c'est la cocotte. Les cousins, les neveux, nièces, tout le monde, c'est la cocotte. Nous, ça change de nom. Là, ma dernière fille, Sarah, qui est très coquine, me dit « Ah, j'ai un nouveau nom à t'apprendre, en fait, pour tes Mayoni, mon amour. » En fait, les couilles, chez nous, on appelle ça les youkou. Je dis « Ah bah, youkou, pas mal. » Donc bref, donc déjà se découvrir. C'est plus joli que de l'intérieur. Rien à voir. Youkou, c'est plus. C'est juste à l'envers. Et alors là-dessus, découverte avec une glace, mais mieux avec les doigts, hein, pour voir la texture, vraiment l'émotivité du toucher. C'est vraiment intéressant. Après, par rapport à l'éducation, donc mon corps, c'est à moi. Donc je n'y invite, que la personne qui est donc invitable à mes yeux, à mon corps,
à mon âme. C'est tout. Donc déjà, travailler cela, mais dès la maternelle. Mmh. Voilà. Mon corps m'appartient, personne n'y me touche. Ni même, en fait, je rigole, pourquoi? Parce que là, on était donc à La Réunion et mon mari a osé rentrer, en fait, dans la salle de bain alors que Sarah était nue, sortant de sa douche et elle l'a viré en disant: «Mais c'est pas parce que tu es mon père que tu dois rentrer, en fait, dans la salle de bain alors que je suis nue. Vire de là et tu recommences plus, s'il te plaît. Quand même, respect pour ta fille.» Et le pauvre, il est sorti comme ça, tout tremblant. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a la jouissance, mais avant la jouissance, c'est l'amour. Comment définir, en fait, l'amour? Un adolescent, par exemple, un état amoureux. Pour moi, il y a 2 phases. Heu, Être amoureux d'une personne, c'est l'approche de cette personne et sentir que tout son corps vibre. C'est ce qu'on appelle le spanda dans le tantra, dans la voie du Cachemire. La vibration. Comment tu appelles ça? Le spanda. Le spanda. Voilà. Et donc là, on sent. Et si j'avais, par exemple, voilà, un groupe d'écoliers, je dis voilà, si vous êtes amoureux d'une personne, vous allez ressentir dans votre corps comme une envolée de papillons bleus, c'est comme ça qu'on le décrit dans le tantra, dans le tantra, dans la voie du Cachemire, une envolée de papillons bleus qui monte et qui descend. Voilà, de votre sexe jusqu'à votre haut du crâne. Là, vous savez que déjà, il y a une petite émotion amoureuse. Voilà. Après, votre corps est un temple sacré. Donc, dites-vous bien que normalement, vous devez le partager que avec une personne avec laquelle vous êtes en amour. Les plans baise, pourquoi pas? Mais sachez qu'à l'intérieur de votre sexe, même le plan baise sera imprimé in vitam aeternam pour toute la vie et pour toutes les personnes qui vont suivre votre génération. Donc c'est mieux de faire l'amour plutôt que de faire des plans baise. Donc ça, c'est déjà recalé. Après, la définition pour moi de l'amour, c'est juste rendre l'autre beau. Donc c'est dire que moi, j'existe pas. Savoir cultiver en fait un jardin secret, le communier, savoir au fur et à mesure de la vie qui s'écoule, arracher les mauvaises herbes pour pas qu'il y en ait trop, savoir s'écouter, savoir sublimer et savoir jouir ensemble. Après, la jouissance, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est juste vivre avec une personne avec qui on a confiance. Partager, oui, d'une façon horizontale, communier, de corps, les mélanger pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures ou l'éternité. Mais c'est pas, en fait, quelque chose de physique pour moi, la jouissance. C'est aussi un état. Par exemple, je peux penser à mon mari, à mes filles, ou à quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, je jouis dans la rue. J'arrive de notre maison du sud, on rentre, en face du jardin, il y a un énorme hêtre. La première chose que j'arrive, je le prends, je l'étreins, je le serre très, très, très fort dans mes bras. Vraiment, mon corps est spandique, je jouis. C'est mon plus grand amoureux de 250 ans et je l'adore parce que surtout il bouge pas de la pièce, de la place, il parle pas, il est toujours là, quoi que je fasse. Tu vois, c'est parce que mettre et ça me chiffonne beaucoup, hein. Donc dans une définition, si tu veux, de la jouissance, le côté physique, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est comme l'orgasme, c'est pareil. Hein, on parle souvent d'orgasme. Moi, je me complais à dire souvent, quand je fais mes stages, Mayoni, mon amour, je dis aux femmes, ben voilà, on va tout de suite calmer le jeu. Il y a que 40% des femmes qui ont des orgasmes. Les autres font semblant. Donc, cool. C'est la cerise sur le gâteau. Mais le but, c'est d'avoir le gâteau. Pas la cerise. On s'en fout. Voilà, hein, mais partager, vous voyez, une vie amoureuse, une vie dans la jouissance. Si un jour il y a un orgasme, c'est super, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà, même quand on sait bien manier son clitoris, c'est pas le but.
Hein, quand moi j'ai des femmes qui savent se faire jouir seules, mais jamais avec leur mari, bon, là, On a un petit sujet. il y a un petit travail à faire. Justement, qu'est-ce que tu as appris de tes patientes ou des personnes en stage Mayoni, mon amour, qui t'a le plus bouleversé ou qui a fait changer quelque chose chez toi? Tout. Tu vois, par exemple, le soin que je viens de recevoir, c'est par 2 élèves. Tout. Il n'y a pas une journée où j'ai pas une claque dans la figure en me disant: «Il faut que je fasse mieux pour aider les femmes». Il n'y a pas un jour qui s'écoule, c'est vrai. Et que ce soit en consultation, quand j'étais en salle d'accouchement et encore plus pendant Mayoni, mon amour. Il y a chaque stage, chaque consultation de tous les jours me met, si tu veux, sur un chemin vraiment de travail pour me dire: «Voilà, il me manque une clé là, pour faire comprendre encore mieux, voilà, cette sexualité, ce corps divin, ce réceptacle, cette capacité, voilà, de d'être dans une féminitude épanouie». Et non toutes, mais il n'y en a pas une Pour d'entre toi, elles. l'individu est fait de 3 corps, Oui, enfin, voilà, de 3 le corps, prismes. Tu ouais. nous expliques? Le corps, donc voilà, tel que je Mmh. te vois là. La tête, donc notre despote, donc celle qu'il faut souvent couper, hein. Donc moi, c'est le but de mes stages, hein. OK, on se coupe la tête, allez, toutes les têtes au vestiaire, maintenant on n'a que le corps. Enfin, on est libre. Donc la tête et le despote. C'est le blabla, c'est le qu'en dira-t-on, c'est le faire-valoir, c'est l'image, c'est tout ce qui nous empêche, c'est tout ce qui nous dévie sur vraiment notre réalité. La réalité, c'est l'âme, hein, c'est celle qui a choisi la mère, parce que c'est nous qui avons choisi notre mère. Et on vit avec cette âme. Et souvent, on enquiste cette âme à cause de la tête. Parce qu'il faut être, parce qu'on doit être. Non. Par exemple, tout à l'heure, à la fin de mon soin, donc d'un seul coup, donc mon ami Iba me dit: «Mais tu t'avais pas quelque chose après?» Je dis: «Ah! Quelle heure il est?» Il est 17h ou 15h, je me rappelle plus. Et «Ah! Je suis très en retard». Je dis: «Ben, je suis en retard, donc je serai en retard». Tu vois? Si j'avais été vraiment dans la tête, je me serais dit: «Vraiment Véronique, tu vois, comme d'habitude, tu arrives en retard, je n'arrive jamais en retard». Là, pour vous, c'est exceptionnel parce que c'était c'est un cadeau. Mais tu vois, je me serais maltraitée moi-même. Mais l'âme, qu'est-ce qu'elle me dit tout de suite? Elle me dit: «Mais ma chérie, voilà, bah, tu augmentes un petit peu ton pas, tu vas en fait donc à ton podcast, tu vas y arriver, tu auras à dire ce que tu auras à dire comme d'habitude, avec tout l'amour que tu as en fait pour les hommes et les femmes de cette terre. Et où est le problème?» Tu vois? Souvent ce que je dis en fait à mes patientes, à mes élèves, je leur dis: «Voilà, ça va être très simple. Pourquoi vous vous mettez toujours, en fait, dans une espèce de prison, vous-même? Parce que vous êtes prisonnière de vous-même. Alors, voilà, vous êtes complètement dépressif parce que votre chef de service, donc, est une horrible personne. Alors on va faire un exercice, OK? Donc je tue cette personne. Je tue votre chef de service. Est-ce que vous allez mourir? Non? Bon, bah alors donc il est pas très important. C'est simple. On choisit notre mère. Mais oui, c'est très physiologique. Découverte pour toi, Caroline. Alors, c'est très facile. Allez, il va falloir que je te fasse faire un petit exercice. Tu imagines Non, que mais ton père... je rebondis là-dessus. On choisit notre mère. Mais pourquoi notre mère davantage que notre père? Ah, mais non. Alors, je te raconte l'histoire. Tu imagines Ah, vas-y, j'imagine. que ton père et ta mère font l'amour. Alors déjà, généralement, c'est... Gloops. Gloops. Oups, j'ai le droit de Et regarder. que, voilà, le pénis de ton père rentre à l'intérieur du vagin de ta mère. Et spunk, avec le mot spunk, envolé de spermatozoïdes qui monte jusqu'à dans l'utérus. Il y en a un qui est choisi par une ovule, le gagnant. Et donc, grâce aux autres spermatozoïdes, l'ovocyte qui est fécondé va arriver au niveau de l'utérus. Ceux qui n'ont pas été choisis partent et cet embryon reste devant, en fait, donc l'utérus, donc l'endomètre de la femme qui va être ta mère. Et là, à ce moment-là, clé, qu'est-ce qui se passe? Ding!
il y a une âme qui se dit, je vais rentrer à l'intérieur de cet utérus, je vais rentrer à l'intérieur de cet embryon, et je vais démontrer à cette femme que c'est la femme la plus merveilleuse de la Terre, parce que c'est moi qui l'ai choisie. Et là, quoi que puisse être ta mère, tu lui as donné cette information-là. Je t'ai choisi parce que tu es la femme la plus merveilleuse de cette terre et je te fais confiance pour me donner vie. Et s'il n'y avait pas eu cette âme, tu ne serais pas là. Tu aurais choisi notre mère. Donc c'est nous qui choisissons nos mères. C'est pour ça que le premier travail que je fais avec les femmes, c'est faire paix avec leur mère. Et j'ai souvent des femmes qui me disent « Ah non, ne me parlez pas de ma mère. Moi, si elle pouvait être morte, ce serait bien. » Ah, alors si votre mère est pour vous que la mort, pour moi, vous n'avez pas de corps. Donc vous n'existez pas. Ah, moi, j'en profite pour la remercier. Oui. Tu sais, plus que de la remercier, Caroline. Souvent, son amour inconditionnel et son exigence. Souvent, et tu vois, pour le lancement de cette petite affaire, sa présence est importante. Bien sûr. Sans ça, on ne serait pas là. Sans les mères, on ne serait pas là. Sans les pères, on ne serait pas là. Tu vois, sans le spermatozoïde qui rentrait à l'intérieur, en fait, donc cet ovocyste, on serait pas là. Faire la paix avec la mère, c'est faire la paix avec le monde entier. Faire la paix avec ses parents, c'est faire la paix avec le monde entier. J'ai eu une histoire qui, pour moi, a été très, très importante d'une femme que j'ai rencontrée à Vienne, en Autriche, et qui, à la fin de Mayoni, mon amour, me dit « Je vais te voir pour une séance d'ostéopathie intrapelvienne à Paris. » Bah, je dis « Pourquoi on peut la faire là ?» Elle me dit « Non, je veux faire ce voyage pour moi, pour toi, pour ma famille. » Et elle me raconte son histoire. Donc elle me dit « Tu vois, voilà, moi je suis issue d'un père et d'une mère normale comme tout le monde. C'est une thérapeute. Hein. Je sais que j'ai choisi ma mère. Mais à ma naissance, mon père et ma mère m'ont considéré comme un objet sexuel. Donc je dormais entre deux. Et toutes les nuits, donc ils m'abusaient chacun leur tour. Et à 16 ans, je me suis sauvée de chez moi. Et je suis tombée dans une congrégation de sœurs religieuses. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis tombée donc amoureuse. Et bien évidemment, premier rapport sexuel, tink, bébé. Et mon amoureux commençait à maltraiter ma petite fille. Alors je suis partie avec ma petite fille. Aujourd'hui, je suis thérapeute et j'aide les femmes qui ont subi l'inceste, le viol, la maltraitance. Et d'un seul coup, je lui dis, mais tes parents alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Elle me dit, écoute, ils sont en maison de retraite tous les deux et je vais les voir tous les jours. Je les embrasse, je leur fais des câlins, je leur fais des gâteaux. Mais surtout, je les prends beaucoup et très très longtemps dans les bras. Très longtemps dans les bras. Je voudrais vraiment qu'ils connaissent en fait ce que c'est l'amour avant qu'ils meurent. Parce que j'ai travaillé en fait sur leur histoire. Et en fait, ils ont reproduit exactement ce qu'ils avaient reçu de leurs propres parents. Et ceci depuis des générations. Tu comprends, Véronique, pourquoi je voulais te dire ça à Paris? Parce qu'en fait, mes parents, je les aime. Et je comprends aujourd'hui qu'ils ont pu me donner que ce qu'ils pouvaient en fait me donner. Ce qu'ils avaient compris eux-mêmes de leurs propres parents, de l'amour. Et maintenant, je voudrais leur montrer ce que c'est que l'amour physique. Donc, je les embrasse, je les caresse. Et je me dépêche parce que, en fait, je sais qu'ils vont bientôt mourir. C'est ce que je dis souvent à mes patientes, à mes élèves. Pour celles qui ont des mères vivantes, je dis, mais si vous êtes fâchés avec votre mère, s'il vous plaît, dimanche soir, le stage se finit à 18h, 18h30, n'importe où puisse vivre votre mère, vous allez la voir et vous la prenez dans les bras. Embrassez-la, vous verrez un jour, elle va mourir et vous serez triste de ne pas avoir fait paix avec. Faire paix jusque-là. Oui. Pourquoi c'est le bon moment pour Coquelicot? Pour réveiller en fait donc les femmes et les hommes donc à ce corps divin. Le corps qui se partage, le corps qui se conjugue, mais simplement quand on veut le partager et quand on veut le conjuguer avec une personne de son choix. Donc la résonance en fait de ce beau podcast que vous avez formé, c'est de faire comprendre en fait aux hommes et aux femmes qu'on a en fait à l'intérieur un trésor.
et que ce trésor est respectable et à respecter toute la vie. Alors, comme un passage de relais, quelle question tu aimerais que je pose à un prochain invité? Est-ce qu'il est fier? Une question que j'avais posée aux hommes le premier jour de leur stage. Tu vas comprendre pourquoi ils se sont dit « Ah non, 4 jours comme ça va pas être possible. » La question était celle-ci. Est-ce que si vous restez comme ça aujourd'hui, est-ce que vous auriez le courage de vous réveiller demain? Gloops. Ok. Avant de se dire à bientôt, Oui, à bientôt. Véronique, je te propose dans ce studio que chacun s'installe dans son espace intime de nouveau. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Donc je vais te poser quelques questions et là tu continues, parce qu'on a eu déjà ce voyage, tu continues de plus en plus à répondre par association libre. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité? Quand je suis seule. En quoi ton coquelicot est-il une force? C'est mon phare, pas une force. C'est quoi ses super pouvoirs? J'en ai pas. Le seul pouvoir que j'ai, c'est juste être. J'ai pas de super pouvoir. Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage? Ton regard, c'est pas des mots. Coquelicot, tu ressens quoi, toi? La vie. La vibration. Le spanda. À présent ancré en toi, relié aux autres coquelicots, tu repars avec quoi? L'amour. Illimité. Merci Véronique. Merci à vous tous. Et puis surtout, jouissez de ce que vous êtes, hommes et femmes. N'ayez pas peur. Vous verrez, à partir du moment où la peur n'est plus là, la vie est une extrême jouissance. Chaque jour qui s'écoule, vous allez découvrir en fait de vous-même quelque chose de merveilleux. Juste votre être. Et partagez l'amour. C'est très important. Merci à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beau.